IPHT, Institut de physique théorique. Il y a 60 ans, ici à Saclay, des passionnés commençaient l'aventure de la physique théorique. Les gens, faire de la physique sans faire des expériences, c'est quelque chose qu'en général ils ne comprennent pas. Et quand je dis à quelqu'un, je suis physicien théoricien, il dit ah bon, vous faites des expériences? Non, je ne fais pas d'expérience, je travaille avec un stylo et un papier. Ah bon, mais vous faites quand même des expériences? Ce que j'ai expliqué de la physique théorique à mon fils, ça l'a plutôt dissuadé de s'y intéresser. C'est un exercice auquel je suis confronté avec mes petits-enfants, mais c'est pas très facile, hein. C'est pas très facile parce que c'est quand même une activité assez abstraite. Quelqu'un qui fait des expériences, qui construit quelque chose, c'est un petit peu plus concret. C'est assez dur parfois. Quand on est avec des amis ou des amis, et toi tu fais quoi, la physique théorique? C'est facile d'expliquer les débuts, mais après pour aller plus en profondeur, c'est difficile. Et mes enfants, j'ai du mal aussi à expliquer. J'explique un peu, mais je pensais que j'expliquais rien et ma fille elle m'a demandé quand elle avait 7 ans si en faisant des calculs, on ne pouvait pas prouver l'existence de Dieu. Dans notre siècle, c'est de traduire dans un langage mathématique une image de la réalité. C'est ça qu'on essaye de faire. Ça te va? Pas tout à fait. Je suis pas sûr, mais j'ai pas. Il faudrait que je réfléchisse à la question. Oui, c'est pas comme je dirais que la théorie, c'est une image de la réalité. La science elle-même, globalement, n'est rien d'autre qu'une image de la réalité dans notre cerveau. Et la physique, c'est quand même essayer de dégager, de trouver ou d'imaginer des lois qui décrivent ou qui expliquent le monde et qui permettent d'avancer ce qu'on fait avec. Donc il ne s'agit pas de l'exploiter, mais c'est pas la physique, c'est pas seulement, la science, c'est pas seulement décrire ce qu'on voit. C'est pas comme quand on est devant une peinture et qu'on va décrire la peinture, l'analyser, tout. Il faut expliquer, on voudrait prédire. Si on n'est pas capable, pour vérifier qu'une explication est bonne, il faut qu'elle fasse des prédictions. La physique théorique, c'est essayer de comprendre ce que c'est que le monde à son niveau le plus fondamental. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est loin d'avoir tout compris. Il reste encore beaucoup de très grands mystères à résoudre. La physique théorique, c'est comme un jeu de devinettes pour les scientifiques. Ils essaient de trouver des réponses à des questions sur le monde qui nous entoure en utilisant des idées et des formules. C'est comme jouer à un jeu de casse-tête avec les lois de la nature pour voir comment les choses fonctionnent. Les réponses qu'ils trouvent sont appelées des théories et elles peuvent être utilisées pour comprendre pourquoi les étoiles brillent, comment les planètes se déplacent dans l'espace et beaucoup d'autres choses encore. Physique théorique, mathématiques. Quel est le lien ? Mais une chose qui est claire, c'est qu'au XIXe siècle encore, les mathématiques et la physique théorique n'étaient pas séparées du tout. Voilà, c'était la même science. Et les plus grands dans un domaine étaient aussi les plus grands dans l'autre, la plupart du temps. Puis pour faire essayer de faire un bon mot, et là aussi, c'est pas de moi, hein, mais le physicien théoricien, c'est celui qui est incapable de réparer une prise de courant, mais qui est irremplaçable pour expliquer pourquoi elle ne fonctionne pas. C'est un très grand mathématicien russe qui disait « Les mathématiques, c'est la branche de la physique dans laquelle on ne fait pas d'expérience. » Dans laquelle les expériences ne coûtent pas cher. Je te demande pardon, je te reprends, mais voilà. Oui, les mathématiques, c'est la partie de la physique où les expériences ne coûtent pas cher. Voilà. Il y en a pas. Notre outil et notre manière de penser, c'est vraiment les mathématiques. C'est notre boîte à outils.
ce sont les équations, les concepts mathématiques qui nous permettent de comprendre le monde. Actually, at USC, I'm a professor of mathematics as well as a professor of physics. That it is so intertwined in the way that we work because the language of theoretical physics is really fundamentally mathematics. Je suis très sensible à la beauté mathématique, mais il y a quand même toujours un désir au fond que ça puisse s'appliquer à des situations concrètes. Il y a des gens pour qui les mathématiques sont une très belle chose, qui est un objet de fascination. À titre personnel, il s'agit plus d'un outil. Donc je n'ai pas vraiment la notion chevillée au corps de beau dans les mathématiques. Il y a ceux qui adorent les mathématiques et il y a ceux qui s'en servent. Il y a le crayon, la craie, le stylet ou l'ordinateur. Le CEA s'est acheté une machine à calculer, une Ferranti. Il fallait venir surveiller la machine pour faire fonctionner cette machine. Que passer des nuits au moment où on venait d'avoir une petite fille, etc., m'a dégoûté totalement du calcul. Le calcul de toute une nuit, ça peut se faire actuellement sur une calculette de poche. Je pense que le chef à l'époque, il devait considérer que seuls les idiots ont besoin d'ordinateurs pour faire des calculs. Et que les gens intelligents, les brillants polytechniciens en particulier, ou normaliens, eh bien, ils doivent être capables de faire ça de façon analytique. J'en profite pour rappeler, parce que en fait, un des ordinateurs les plus puissants à son époque a été entièrement monté à l'IPHT. Oui. Pour des calculs de percolation, il s'appelait Percola. Oui, c'était un ordinateur dédié. Dédié. C'était pas un ordinateur général. Ah, je pense que Percola était une machine de Turing, quand même. Mais il n'était pas fait pour ça. Non, mais c'était un ordinateur dédié. Les simulations numériques ou le calcul numérique fait partie des outils de base. C'est pas une sous-activité ou une activité méprisable par rapport au calcul analytique. D'ailleurs, les jeunes aujourd'hui font des calculs formels sur ordinateur. Hein, les jeunes postdocs que j'ai sont très surpris de me voir faire des calculs à la main. Il y a d'une part des calculs analytiques, effectivement, qui sont sur le papier, d'autre part des calculs numériques. Je dirais qu'il y a toujours les deux, c'est-à-dire il y a toujours une partie analytique, puis une partie numérique. CEA est en train d'acheter les premiers processeurs quantiques. J'ai le projet de vraiment utiliser cette machine. Alors on s'y connecte via le cloud pour véritablement lancer des tâches sur cette machine. On se retrouve dans une situation assez originale où en étant théoricien sur son bureau, en fait, d'une certaine manière, on lance une expérience sur un ordinateur qui va être installé à Bruyères-le-Châtel. Alors comme ça, la physique théorique serait une image de la réalité ? Les physiciens appellent cela les modèles, qu'ils font tourner dans toutes les dimensions. On est l'un des plus gros laboratoires de physique théorique de France et du monde et on couvre tout le spectre de la physique théorique. Je travaille dans la théorie des cordes. Je m'intéresse à la physique statistique. Okay, my research domain is about theoretical particle physics. Je travaille en physique mathématique. Le domaine de recherche qui me préoccupe. Alors, de manière un peu générale, on va dire que ce sont les propriétés électroniques des solides. La géométrie aléatoire. Il s'agit de structures assez complexes. Je travaille sur les collisions d'ions lourds ultra-relativistes. Mon domaine de recherche, c'est vraiment comprendre le comportement de grands systèmes comme la société. Alors, des points un peu particuliers, par exemple, comment comprendre la formation des embouteillages, mais aussi la structure des grands réseaux qu'on observe dans les villes, les réseaux de transport. Donc, mon domaine de recherche, c'est l'interface entre la physique théorique et puis certaines branches des mathématiques qu'on appelle la combinatoire et les probabilités. Alors, mon domaine de recherche, c'est les théories quantiques des champs. Les grandes questions qui restent ouvertes, c'est l'infiniment grand, l'infini petit et l'infiniment complexe. Et moi, je suis du côté de l'infiniment complexe. Après la physique nucléaire, je me suis un peu spécialisé dans la physique mathématique, plus particulièrement des modèles intégrables, c'est-à-dire des systèmes qu'on peut résoudre exactement en donnant des solutions exactes. Le sujet qui m'intéresse le plus aujourd'hui, qui est de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec les premiers, j'ai envie de dire, bébés processeurs quantiques que les gens sont capables de fabriquer aujourd'hui. Current field of research is dealing with black holes. On le comprend. Les théoriciens cherchent dans toutes les directions. Mais comment procèdent-ils ? Je dois dire que j'ai un rituel assez précis qui commence en partie chez moi, le matin, à savoir que pendant que je prends mon café, je consulte frénétiquement l'archive de préprint qui s'appelle Archive,
pour voir l'état des lieux et ce qu'a fait la concurrence pendant que je dormais. Donc ça, c'est une activité qui est absolument indispensable et ça, il faut faire ça tous les jours. Et je remplis des cahiers comme ça. Et un jour, je me dis bon, finalement, ce que j'ai trouvé dans ces notes, ça mériterait d'être mis à plat. In the process of getting ideas, working on them, writing a paper and publish it, it varies a lot in my case. Les idées, elles proviennent souvent de discussions avec des collègues éventuellement, qui vont conduire à une collaboration. Ça peut venir d'un séminaire ou d'une conférence où on assiste et d'un seul coup, c'est rare. Malheureusement, elles n'arrivent pas toujours très souvent. Bizarrement, elles n'arrivent pas assises au bureau, en fait, étrangement. Je peux pas dire que j'ai énormément de très très bonnes idées dans ma vie, hein, mais les quelques-unes que j'ai pu avoir, il y en a plusieurs, c'est en fait la nuit, souvent le matin au réveil, ce qui veut dire que j'ai pas dû très bien dormir et quand je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir une piste. Le métro aussi, quelquefois. Une des idées qui m'a le plus bouleversée, ça a été en fait, je me souviens en attendant le RER. Ou alors sous la douche. Oui, souvent sous la douche. Selon moi, les 3 critères qui font qu'une idée est bonne à publier, c'est qu'il faut que ce soit à nouveau, évidemment. Il faut que ce soit intéressant. Et puis, il faut qu'on ait réussi à résoudre quelque chose, il faut qu'on ait fait un progrès. C'est cette liberté de penser, le fait qu'il faut toujours apprendre, le fait qu'on est face à des problèmes qu'il faut résoudre et que ça, quand on aime ça, c'est fantastique. De fait, la transmission de la connaissance est une activité importante des théoriciens, dans leur communauté et au-delà. Ça, c'est important. C'est important, on est un peu comme des vestales. Hein. Si on était tous des femmes, on serait des vestales de la connaissance. On la garde, on essaye de d'avancer la frontière de la connaissance. Non, quand je suis arrivé, des choses qui m'ont marqué, je dirais. Alors, une chose, c'est les cours de Claude Itzigson. À l'époque, il n'y avait pas de cours d'école doctorale. En fait, on faisait son master, et puis, enfin, ce qui était le DEA, puis après, on préparait sa thèse. Mais il y avait, donc, il n'y avait pas vraiment. Et il y avait, quand je suis arrivé ici, il y avait un cours qui commençait, qui était donné par Claude Itzigson, ce grand chercheur, à Saclay, à l'IPHT, dans l'amphibloc. Le cours de Messia, par exemple, lorsque Messia, 2 ans après avoir donné son cours, a voulu le transformer en livre, il m'a fait faire tous les exercices. D'un bout à l'autre, j'ai fait tous les exercices du Messia. J'étais le test. Je crois que dédier du temps à l'enseignement, c'est indispensable. C'est un travail important, différent de la recherche, mais complémentaire. C'est fondamental. Il faut expliquer aux citoyens qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on essaye de comprendre et comment on le fait. Comment ils le vivent d'être des physiciens théoriciens ? On a une très grande liberté dans le choix de ces sujets de recherche. Notre chef, elle n'est jamais venue dans mon bureau en me disant il faut que tu travailles sur tel ou tel sujet. Quand je discute avec des amis qui travaillent dans d'autres domaines, ils ont du mal à imaginer. Ils me disent mais quand même on te donne une direction. En fait non, je fais complètement ce que je veux. C'est quelque chose qui est tout à fait unique. C'est un métier que je ne regretterai jamais d'avoir choisi. On a des problèmes. Hein. Résoudre des problèmes, c'est un petit peu je vois ça un petit peu comme un jeu. La liberté de nous organiser comme on veut, la possibilité de voyager. La chose qui me plaît, c'est la possibilité d'échanger, en particulier avec des gens qui sont de cultures très différentes. La possibilité de pouvoir pas seulement voyager physiquement, mais voyager intellectuellement et de pouvoir travailler avec des gens différents. Et quand on travaille avec des gens différents, on rentre dans une intimité avec ces gens-là. You're only limited by your imagination. On va jamais tout comprendre. On veut aller au plus loin ce qu'on peut. So whether theories think of themselves like gods or they're driven by intellectual curiosity. I think they're driven by intellectual curiosity, although some of them probably feel like gods. La différence entre un physicien théoricien et Dieu, c'est que Dieu ne se prend pas pour un physicien théoricien.
this is a thing I've had a problem with for many years is how people like to perceive as a physicist and the stereotypes. They are awful. If you go to Hollywood and you look at Hollywood movies, if I was going to dress the stereotype, I'd do this. I'd get a white coat and I'd dance talking like Dr. Strangelove. This is the stereotype of the scientist. I have these crazy ideas and my formulas in a book. This is not what real physicists are like. But this is what Hollywood thinks we're like. Quand on est chercheur sur son physique théorique, on est un peu égocentrique. Hein. Donc on est très sensible à l'accueil que les autres font de vos travaux. Hein. Donc, et si l'accueil est bon, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Parce que si ça justifie notre vie. Hein. Le travail du théoricien est un travail qui est beaucoup plus difficile du point de vue mental, parce qu'on est beaucoup plus... si on échoue, c'est pas parce que l'expérience marche pas, etc. Si on échoue, c'est sa faute. Donc le résultat est que les physiciens théoriciens ont souvent des problèmes psychologiques. Il y a eu des fois où j'ai dû jouer des rôles d'assistante sociale. Certains qui étaient malheureux dans leur travail, ils dépendent que d'eux-mêmes. Hein. Je pense que accepter que le doute et accepter de se tromper est une part essentielle dans la recherche. Si on n'est pas capable d'accepter ça, il vaut mieux pas faire de recherche. Aussi, je me trompe tout le temps, oui. Enfin, à la fin, il y a une cohérence qui finit par s'installer. Donc, on a beau se peut-être tromper 1000 fois, quand on arrive à un résultat auquel on croit, on a quand même assez confiance dans son résultat. On passe notre temps à se heurter à des murs. On se cogne contre les murs. C'est vraiment comme si on était dans une pièce noire, sans lumière. On passe notre temps à se prendre des murs. Et de temps en temps, il y a une petite porte qui s'ouvre, puis paf, on rentre dans une nouvelle pièce, on se prend encore des murs. Et c'est en éliminant toutes les possibilités que finalement on trouve le petit chemin dans le labyrinthe et qu'on arrive de temps en temps au bout. Unfortunately, this is part of the work, and if it was too easy, everybody could do it. And being wrong is, shouldn't. I mean, it's frustrating, but I think there is nothing I can do about it. Okay, just try to improve myself. Et comment orchestrer tous ces égos, ces personnalités atypiques, un brin farfelu? Tout ça, il y a beaucoup de légendes. Je peux vous dire une chose, moi j'ai trouvé ça extrêmement facile. Sauf des périodes de crise parfois. Les gens sont extrêmement raisonnables en général, sauf cas exceptionnels. Les gens sont très raisonnables et ça se passe bien. C'est moins compliqué que l'équation de Schrödinger. D'abord, les physiciens qui sont ici ne sont pas très farfelus. Non, ils ne sont pas plus farfelus. Compte tenu du mode de sélection qui a été pratiqué pendant longtemps, ça n'encourage pas les fantaisistes. Dans la physique plus expérimentale à laquelle j'ai goûté donc, pendant quelques années, le directeur de l'Institut, il a des moyens humains et matériels sur lesquels il agit. Et donc, il a une petite force de pression. C'est-à-dire qu'il peut dire aux gens, ben oui, d'accord, mais on n'a pas les moyens, votre sujet est intéressant, mais on l'a déjà donné ailleurs, ou des choses comme ça. En physique théorique, c'est impossible de faire ça. En tant que directeur du labo, on doit gérer les avancements la carrière des chercheurs. Mais je crois qu'il y a une chose qui a changé aussi quand même, Jean, par rapport à ce que tu disais. C'est vrai qu'un directeur de laboratoire, il peut pas, on dirige pas, on dit pas aux théoriciens de faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Par contre, lorsqu'on a changé le système de recrutement au début des années 2000, lorsqu'on a ouvert les recrutements à des gens qui n'étaient pas formés dans le laboratoire, et on s'est mis à prendre plus d'étudiants qu'on ne pouvait en accueillir, et ça a été un changement profond. Il est devenu possible de faire, entre guillemets, une politique scientifique qui a été après complètement, probablement contrebalancée par les appels à projets, puisque les gens peuvent choisir par eux-mêmes et avoir leurs propres moyens. Les physiciens théoriciens sont en général assez individualistes, ce qui n'est pas un jugement de valeur. Donc, je ne sais pas si on peut
on ne les gère absolument pas, comme d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il faut gérer la recherche, on ne les gère pas en disant « Ah ben, monsieur untel, votre sujet ne nous paraît plus intéressant, travaillez plutôt sur, ou allez travailler avec votre collègue, etc. » Ça n'a jamais fonctionné comme ça, parce que c'est le meilleur moyen de faire que des gens ne travaillent pas ensemble, c'est de les inciter à travailler ensemble. C'est un petit peu comme essayer de diriger un labo de chat sauvage, avec chaque physicien sa personnalité, son originalité, sa créativité. On essaie de faire marcher un peu droit, mais il vaut mieux qu'ils aient envie de marcher ou pas, sinon ils ne le feront pas. Voilà, l'important pour l'IPHT, c'est que les physiciens soient le plus créatifs possible et puissent produire des résultats exceptionnels. Des résultats exceptionnels. L'IPHT en produit depuis 60 ans. Et c'est ainsi que l'Institut demeure à la pointe de la physique théorique et continue d'attirer de nombreux chercheurs aux nombreuses disciplines et nationalités. C'est un endroit assez unique. Je ne l'ai pas quitté. Je ne l'ai pas quitté depuis. La grande force de l'IPHT, c'est d'avoir réussi à faire travailler ensemble et faire coexister et discuter des théoriciens de domaines en fait assez différents. L'IPHT a une réputation de par la science qui s'y fait. Il y a une certaine, comment dire, je ne sais pas comment dire ça bien, mais une rigueur dans les travaux qui sont faits ici qui est universellement reconnue. En France, il y a pas mal de laboratoires de physique théorique, mais dans le monde, il n'y a pas tellement de gros laboratoires de physique théorique comme ça. Il y a encore quelques vieux croutons comme moi et quelques autres, on a quand même gardé un petit peu de cet état d'esprit, qu'il y a un petit peu moins de pression pour publier très vite. Il y a un petit, comment dire, c'est encore un endroit pour la physique théorique où un havre de paix. Un havre de paix, oui, voilà. La notion de recherche sur projet. Je pense que enfin, c'est un peu l'habitude française, hein, on passe d'un extrême à l'autre. Je crois qu'il y a un rôle important de ce genre de laboratoire, c'est précisément aussi, je crois, de protéger les gens qui peuvent faire de l'excellente recherche, qui sont d'excellents scientifiques, mais qui peuvent être incapables d'écrire un projet de recherche. Mais l'avantage, c'était d'avoir un ensemble pluridisciplinaire et de pouvoir transférer, à condition que les gens communiquent entre eux, condition qui n'est pas triviale, des connaissances d'une discipline à une autre. J'ai choisi l'IPHT parce que c'est un des meilleurs et plus gros groupes de recherche en physique théorique en France en tout cas. L'IPHT a une des meilleures réputations mondiales en physique théorique. One of the best theoretical physics lab in Europe, so it's a great chance to get to work here. Par contre, on a beaucoup de chance d'être ici. Et cette chance, les théoriciens de l'IPHT la partagent. Si j'avais un message à faire passer à un jeune, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut le faire, il faut aimer ça. Je leur dis de se lancer. La physique théorique, c'est quand même une discipline très particulière, qui a un spectre très large, très vaste, qui va de la physique quantique, la théorie des champs, à l'étude de l'infiniment petit et aussi l'étude des phénomènes statistiques et non linéaires. Et du coup, c'est plus que ça encore. C'est une discipline dans laquelle il y a une émergence de concepts et d'idées nouvelles. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense que la science ne peut pas s'en passer de cette partie-là. Et l'IPHT, un labo de physique théorique comme l'IPHT, où les idées bouillonnent et sont discutées, partagées, c'est un endroit extrêmement précieux à la fois au niveau national et international. Et je souhaite que ce bouillonnement d'idées, cette émergence, cette germination puisse continuer pour toujours.